bonjour dans ce tout nouveau vlog. Je viens tout juste de clore le vlog précédent et me voici de nouveau pour une nouvelle semaine de découverte littéraire. Je vais essayer de faire court pour ce début de vlog. Habituellement, je vous fais un super long segment. J'espère que votre semaine se déroule bien. Moi, de mon côté, ça va jusqu'à maintenant, ça va, dit-elle. On est lundi. Qu'est-ce que j'ai au menu cette semaine? Écoutez, je suis en train de découvrir une lecture audio. J'hésite un peu. Je vous disais la semaine dernière que je voulais lire le fameux Richard Osman, le tome 3 de la série des Tuesday Murders Club. Et c'est The Bullet That Missed, je pense. Oui. Puis là, il me reste à peu près 6-7 jours de prêt à la bibliothèque, puisque c'est un livre numérique, un livre audio numérique que j'ai emprunté à la bibli. Puis là, je me disais, je vais le lire, mais là, en même temps, j'ai comme le goût de continuer à lire des autrices. Richard Osman n'est évidemment pas une autrice. Le mois de mars achève, je pourrais bien le faire, mais j'essaie de voir si je peux quand même me trouver d'autres trucs à lire. Et là, je suis tombée par hasard, justement, en explorant le catalogue de ma bibliothèque de livres audio numériques. J'ai vu qu'il y avait un opus de P.D. James, Phyllis Dorothy James, qui est une autrice de romans policiers que j'avais découvert à travers quelques-uns de ses opus qui étaient dans la série de l'inspecteur Dalglish, qui est un inspecteur poète. Donc, j'avais toujours bien aimé sa plume. Je trouve ça intéressant comme personnage central. Et puis là, je voyais qu'il y avait un livre qui était disponible qui s'appelait An Unsuitable Job for a Woman, je pense. Il me semble que c'est ça. Je vais vous mettre la petite vignette. Et on va y suivre dans le fond, dans ce roman-là, une jeune femme. Je vais peut-être me donner une petite chance d'avoir un petit peu plus de résumé. On va suivre Cordelia Gray, je crois. Unsuitable... Non, c'est pas ça. On va suivre Cordelia Gray, qui est une jeune femme qui va s'être associée avec un ancien policier pour partir d'une agence de détective. Et le roman va commencer alors que l'ancien policier apprend qu'il a une maladie incurable et décide malheureusement de mettre fin à ses jours en léguant l'agence de détective à Cordelia Gray. Et là, j'imagine que par la suite, elle va continuer à essayer de faire rouler cette agence-là, même si, à l'époque, être une détective femme et travailler, c'était une unsuitable job, donc un travail tout à fait inapproprié et incongru pour une femme. Donc, ça me tentait bien. Je l'ai commencé, ça me tentait, mais je pensais que j'allais avoir Dalglish pour le moment, alors que je savais finalement c'est Cordelia Gray. Puis là, je sais pas si je veux quand même aimer la plume en n'ayant pas Dalglish. Donc, ça se pourrait que j'ai aimé P.D. James en raison de sa plume, mais aussi en raison de son personnage principal, qui était l'inspecteur Dalglish. Donc, je vais le tester un peu. Je l'ai commencé, je vais le tester un peu. Si je vois que ça me plaît pas trop, je vais passer au Richard Osman. Ou je le lis en blitz, en rafale. Et puis, je lis quand même le Richard Osman d'ici la fin de la semaine, mais il me reste vraiment pas beaucoup de jours. Fait que je sais pas si je vais faire ça. Je sais pas ce que je vais faire. Je suis un peu... Donc, on verra. Et sinon, ben, je vais poursuivre ma lecture du livre Lire de Bernard et Cécile Pivot, comme je vous disais dans le blog précédent. J'ai repris un peu mon rythme dans ce livre-là. C'est un livre que je grappille parce que, évidemment, ce sont des entrevues avec Bernard et Cécile Pivot, donc sa fille Cécile, concernant la lecture avec différentes questions qui concernent différents aspects de la lecture. Et c'est accompagné de photos de gens qui lisent et puis tout ça, donc c'est vraiment un bel objet. Mais c'est sûr que c'est moins quelque chose qu'on lit comme d'un bout à l'autre comme ça, sinon on n'en profite pas. Mais je suis quand même rendue pas mal à la moitié du livre, donc... je vais continuer à lire quand même, c'est probablement ça. Puis, ben écoutez, sinon, j'ai récemment ajouté à ma collection ces 2 opus. Je vous réfère à mon autre vlog pour en voir plus, mais donc le tome 2 de la série de l'adaptation BD de Miss Charity par Loïc Clément et Anne Montel. Donc, Miss Charity qui est écrit par Marie-Aude Muraille, un gros roman excellent d'ailleurs, ainsi que Le piège de soie de Marie-André Arsenault à la collection unique chez Héritage, donc qui est un opus cette fois-ci qui va aborder l'anxiété. Donc, voilà où j'en suis pour le début de la semaine. Alors, sans plus tarder et sans trop m'étendre sur le sujet, je vais lancer ce nouveau vlog avec vous. Alors, ben, écoutez, je vais vous dire comme à mon habitude à mes livres et allons-y!
bien bonjour. Alors, un petit coucou en mode réception, comme on dit. Un petit unboxing de la Cube et une petite réception que je vais vous montrer d'un magazine littéraire auquel je suis abonnée, puis je crois que je vais peut-être me faire mon abonnement, pas parce que j'aime pas le contenu, parce que je me rends compte que j'arrive pas à lire le contenu au complet. Donc, je vais continuer à me le procurer, mais je crois que je vais me le procurer au numéro, entre guillemets. Donc, c'est le plus récent numéro de la revue Littérature québécoise, donc LQ. Celui-ci met en vedette le fameux poète québécois Jean-Paul Daoust, le flamboyant, devrais-je dire, ainsi que d'autres chroniques. Donc, voilà, c'était mon dernier numéro d'abonnement, mais je vais voir ce que je peux faire pour la suite de toute façon. Donc ça, c'est toujours chouette. Cette réception-là, c'est un, je crois, semestriel. Il me semble qu'il y a 3 parutions par année. Je me souviens plus. Je ne l'ai pas ici en info. Non, j'ai pas l'info. Bref, c'est 2 ou 3 fois par année, mais c'est ça. C'est juste que je trouve que je préfère, dans le fond, l'acheter puis encourager à la fois, même si je sais que les abonnements, souvent, c'est ça qui va faire tenir les revues québécoises. J'ai peut-être pas décidé, je verrai. C'est juste parce que j'arrive jamais à en prendre connaissance au complet, puis j'en ai déjà pas mal dans le bas ici, comme ça ici, que j'ai même pas encore terminé. Donc, bref, je verrai bien. Donc, première réception. Et ensuite, le fameux moment tant attendu de la Cube. Et oui, j'ai maintenu mon abonnement de la Cube. Comme je vous avais... En fait, je vous avais pas dit ça, mais je vais voir ce que ça va donner. J'essaie juste toujours de voir si je peux le placer pour que vous n'ayez pas trop de spoil, comme on dit. Voir si je peux camoufler peut-être le livre. Donc, je vais vous montrer rapidement le contenu de la boîte de ce mois-ci. Voilà. Désolée, j'ai la ring light. Wouhou! Comme ça. Alors, on y va avec tout d'abord le petit dépliant de la Cube. Évidemment, ce petit truc-là est aussi informatif. Il y a des coups de cœur gourmands. Évidemment, on présente des nouveaux libraires Cube et on présente aussi l'extrait qui est fourni. L'extrait, cette fois-ci, c'est un Richard Powers. Quand même assez substantiel, l'extrait, je dirais, à moins qu'à la fin... ouais. Donc, c'est de son Sidération, qui est sorti en grand format il y a un moment, je pense, l'année dernière, en 2022. Là, il doit être sorti en format de poche, j'imagine, vu que c'est chez 10-18. Et Sidération, bon, je vais vous lire ce qu'ils disent à l'arrière. Hein, allons-y. Ça dit « Depuis la mort de sa femme, Theo Byrne, un astrobiologiste, élève seul Robin, leur enfant de 9 ans. Attachant et sensible, le jeune garçon est aussi sujet à des crises de rage. Pour l'apaiser, Théo l'amène camper dans la nature ou visiter le cosmos en imagination. Mais quand Robin est exclu de l'école, son père est contraint de le faire soigner. Au mal-être et à la singularité de l'enfant, les médecins ne répondent que par la médication. Refusant cette option, Théo se tourne vers une thérapie expérimentale. Par le biais de l'intelligence artificielle, Robin va s'entraîner à contrôler ses émotions grâce à des enregistrements du cerveau de sa mère. Après quelques séances, les résultats sont stupéfiants. Alors, voilà, c'est bien intéressant. Moi, comme je vous disais, j'avais quand même le Richard Powers que je vous ai présenté dans mes derniers book hauls, qui doit se trouver ici en bas. Je me souviens plus c'est quoi le titre. Celui que mon père m'avait recommandé, je vais vous mettre la couverture de toute façon. Donc, je suis bien contente d'avoir un petit extrait de Richard Powers de son plus récent. Ensuite, en lien avec ça, on a, je crois, la carte postale, qui est un petit peu en mode feuillu foncé. Non, pas feuillu, fleuri foncé, voilà. Et on a également au niveau de la nature, nature, le signet, qui est un peu, je pense que c'est du blé, juste comme ça. Et puis c'est le fameux à l'arrière, comme le maudit libraire Cube. Ensuite, qu'est-ce qu'on a reçu en petits goodies? On a reçu... Chouette. Un petit carnet d'écriture, donc très beau, avec une petite bande dorée. À l'arrière, c'est indiqué « S'évader ». Et c'est un petit carnet vierge, donc pas de ligne, et en papier un peu ivoire, donc c'est vraiment chouette. Il est vraiment bien fait en plus, très beau, cousu au fil, donc voilà. Et également, on a reçu des thés de nectar de thé. Voilà, alors j'ai tisane feng shui. Morceau de pommes, betteraves, carottes, cubes de pitahaya, baie de goji, citronnelle, feuilles de mûre, ortie, zeste d'orange, eucalyptus, pétale et poivre rose. Donc, pour celui-ci, la tisane. Et l'autre, c'est un thé noir de Chine, agrumes et panna cotta. Quand même. Alors, voilà.
Et on a une petite gâterie qui a quand même incroyablement presque survécu au voyage. C'est impressionnant. Donc, c'est une Madeleine Coque chocolat noir. Donc, voilà pour les petits goodies. Ensuite, ce que j'avais demandé, en fait, à la Cube, j'avais demandé quelque chose de beau. Je me souviens plus. J'avais donné comme référence qu'est-ce que j'avais donné en attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau et Ma Reine, je pense, de Jean-Baptiste Andrea comme repère. Et puis, c'était très libre, en fait, comme recommandation. Alors, on me dit, nous vous proposons de découvrir l'un de nos gros coups de cœur du moment. L'auteur y parle à la perfection de l'amour inconditionnel et de la beauté du monde. Bonne lecture, l'équipe de la petite librairie d'Ars. Alors, ce qui était drôle, ce que je vous disais, c'est que elles m'ont, ce sont deux propriétaires, elles m'ont proposé un auteur québécois que ça fait super longtemps que je vais passer parce que je travaillais en librairie avant. Puis j'en avais jamais lu de lui, donc c'est vraiment comique. Donc c'est un livre qui est publié aux éditions Québec-Amérique et c'est Le Roi Telet de Jean-François Beauchemin. Donc je trouve ça très drôle. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben voilà, quelle bonne excuse pour pouvoir le lire. Alors, je vous lis la 4e. Un homme vit paisiblement à la campagne avec sa femme Livia, son chien Pablo et le chat Lennon. Pour cet écrivain parvenu à l'aube de la vieillesse, l'essentiel n'est plus tant dans ses actions que dans sa façon d'habiter le monde, et plus précisément dans la nécessité de l'amour. À intervalles réguliers, il reçoit la visite de son frère malheureux, éprouvé par la schizophrénie. Ici se révèlent, avec une indicible pudeur, les moments forts d'une relation fraternelle marquée par la peine, la solitude et l'inquiétude, mais sans cesse raffermis par la tendresse, la sollicitude. Il y a un petit extrait également du livre qui dit, c'est en fond une citation. À ce moment, je me suis dit pour la première fois qu'il ressemblait, avec ses cheveux courts aux vifs reflets mordorés, à ce petit oiseau délicat, le roi Telet, dont le dessus de la tête est éclaboussé d'une tache jaune. Oui, c'est ça, mon frère devenait peu à peu un roi Telet, un oiseau fragile, dont l'or et la lumière de l'esprit s'échappaient par le haut de la tête. Je me souvenais aussi que le mot roi Telet désignait un roi au pouvoir très faible, voire nul, régnant sur un pays sans prestige, un pays de songes et de chimères, pourrait-on dire. Donc, ça lance bien les hostilités. Non, pas les hostilités. Ça me tente bien, ça m'a vraiment intriguée. Voilà, donc c'est une édition que je connais. Je suis pas sûre qu'au Québec, c'est la même couverture, parce que c'est vraiment l'édition qui a été faite pour la France, étant donné que le prix est écrit en euros à l'arrière. Le rendu peut-être un petit peu moins intéressant, je pense. On dirait que, à moins que ce soit l'édition poche. Ça se peut parce que Ella, la collection là, je sais pas c'est quoi. Littérature, quelque chose, collection, littérature d'Amérique. Bon, voilà. Ah ben c'est la nouvelle grille graphique. Alors voilà pour le livre. Excusez, hein, je suis vraiment dans ma bulle en ce moment, c'est comme si vous n'étiez pas là. Franchement. Donc, j'ai bien hâte de découvrir ça. Alors, le fameux petit livre, Le Roi Telet, dans un univers de bienveillance, mais singulière dans le fond. Donc, c'est pour ça que j'avais donné Olivier Bourdeau avec En attendant Bojangles. Si jamais vous ne l'avez pas lu encore d'ailleurs, je sais pas, mais garochez-vous. Donc, ceci. Et ensuite, petit rappel, évidemment, des goodies. Donc, toujours le petit magazine, la carte postale et le signet. L'extrait, cette fois-ci, de Richard Powers, Sidération. Le beau petit carnet d'écriture. Voilà. Mais juste pour vous montrer un petit peu, c'est comme ça ici. Et enfin, les petites gourmandises à boire et à manger. Alors voilà pour la cube. Je suis toujours quand même contente. Je me pose toujours la question si je le maintiens ou pas, mais jusqu'à maintenant, j'aime ça. C'est vraiment chouette. C'est rare que je me permets ça, mais là, j'ai décidé de faire un petit bout. Alors voilà, c'était les réceptions du jour. Sinon, je suis en train de poursuivre ma lecture audio de An Unsuitable Job for a Woman de P.D. James. Et j'aime beaucoup. J'étais pas sûre au début, je vous disais. Donc, c'est pas un cozy mystery, mais c'est une détective amateur. Donc, c'est peut-être... Il n'y aura pas le côté humour, je ne le prends pas au sérieux là, du cozy mystery. Par contre, il y a le côté que ce ne sont pas nécessairement les voix officielles pour l'enquête. Donc, comme je vous disais, c'est que je vous disais rien. Fait que je vais vous en parler. Donc, on va suivre Cordelia Gray, qui, comme je vous disais plutôt, était une partenaire dans une agence de détective, l'agence de détective Pride, je crois. Et malheureusement, comme je vous disais, son partenaire, dans le fond, a décidé de mettre fin à ses jours.
et lui a légué l'agence. Officiellement, il a mis fin à ses jours parce qu'il avait été diagnostiqué avec une maladie mortelle, en fait, en phase terminale. Mais Cordelia va être approchée dans les premiers jours qui vont suivre l'espèce d'événement et tout ça, puis elle va essayer de se retrouver, d'essayer de maintenir quand même les apparences, puis de rester là, mais il n'y a pas beaucoup de cas et tout ça. Puis elle va être approchée par un grand dignitaire, en fait par la secrétaire d'un grand dignitaire, qui va vouloir absolument faire affaire avec le détective qui malheureusement était décédé, donc Pride, qui était un ancien de la Metropolitan Police et qui avait travaillé avec le fameux inspecteur Adam Dalgliesh. C'est ça le lien, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Et qui avait été étrangement exclu de la Metropolitan Police. Et on a, dans le fond, la façon dont ça s'est passé, c'est qu'il parlait toujours, ce fameux détective-là, à sa partenaire de Dalgliesh, finalement, en bien et tout ça. Mais elle avait fini, elle, par le prendre en grippe parce qu'elle ne comprenait pas comment ça se fait qu'il avait été exclu de la Metropolitan Police. Fait que ça reste encore dans l'air. Puis, elle va finir par être approchée par cette femme-là au nom d'un grand dignitaire et elle va lui expliquer que malheureusement, il n'est plus de ce monde, mais qu'elle peut peut-être prendre le cas si ça les intéresse. Je m'excuse, il y a du poil qui flotte ici, les poils de chat, c'est le printemps. Et évidemment, la dame qui va venir va dire, ben OK, mais il faudrait que mon employeur décide s'il veut vous prendre ou pas, parce que, tu sais, elle considère que Cordelia Gray, d'ailleurs, je n'avais pas dit ça, mais elle a comme 22 ans. Donc, c'est sûr que au niveau de la crédibilité, ça passait pas nécessairement. Et je pensais que c'était plus vieux à l'époque, mais ça semble se passer comme à la fin des années 70. C'est ce que j'ai compris. Donc, unsuitable job for a woman, mais je sais pas trop dans quel milieu c'est. On sent qu'on est comme un petit peu à la traversée, à la croisée des chemins en termes de génération, de choc des générations. Puis, c'était peut-être aussi parce qu'elle était dans le mode détective, peut-être que ça passait pas encore bien. Donc, bref, à moins que je me trompe, ça me donne l'impression que ça se passe à la fin des années 70. Bref, très organisé, Marceline. Wow, quel résumé! Oh là là! OK, donc elle va finir par suivre la dame chez son employeur pour être évaluée par celui-ci et voir s'il lui donne l'affaire ou pas. Et bon, dans le fond, il va lui proposer finalement, ça va passer, il va lui proposer. Ce qu'il a besoin de savoir, c'est que il lui apprend que son fils s'est récemment enlevé la vie, qui était quand même un jeune homme qui allait à Cambridge, oui, mais qui allait à l'université de Cambridge et qui a, de façon inexplicable, arrêté l'université soudainement sans donner de raison il y a, mettons, 1 mois et demi et qui décide de prendre un travail comme jardinier à la campagne et s'est enlevé la vie comme peu de temps après. Et lui, dans le fond, évidemment, il est remué du fait que son fils s'est enlevé la vie, mais il est surtout troublé de ne pas savoir comment ça se fait, pour quelle raison son fils se serait enlevé la vie. Parce qu'il disait que son fils était quelqu'un de très logique, de très rigoureux à son affaire, puis que c'est sûr que s'il a fait ce geste-là, il y avait une raison, puis il aimerait ça le savoir, c'est quoi la raison. Donc, Cordelia Gray va se lancer dans cette enquête-là avec la permission de cet homme, ce dignitaire-là, une espèce de, avec un laissez-passer pour qu'elle puisse poser des questions en son nom. Donc, on suit, dans le fond, cette enquête-là avec Cordelia Gray, et là, dans le fond, la voir rencontrer les différents intervenants. Et puis là, elle vient tout juste de rencontrer un inspecteur qui était responsable de cette enquête-là à la police, dans le fond, qui n'était pas la Metropolitan Police. Et pour essayer de voir avec lui, ben, est-ce qu'elle pourrait un peu aller à la pêche et avoir un peu plus d'informations et tout ça. Donc, jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. Le personnage de Cordelia Gray est intéressant. On sent quand même la candeur. On sent le désir de prouver aux autres qu'elle est capable de faire tout ça. En même temps, on sent aussi qu'elle a eu un passé singulier. C'est une jeune femme qui a vécu avec son père. Sa mère est décédée très jeune. Elle a fini par aller aux études finalement au couvent. Et elle était supposée aller à l'université à Cambridge, mais son père l'a un peu réquisitionné à la fin de son adolescence et a décidé de partir à travers le monde. Son père elle est décrit comme un poète, je me souviens plus, un poète communiste et anarchiste, quelque chose comme ça. Mais bref, voilà. Donc jusqu'à maintenant, c'est où j'en suis, mais j'aime beaucoup, comme je vous dis, les personnages qui sont installés. J'aime le rythme de l'histoire jusqu'à maintenant. Et puis, donc, j'aime toujours la plume de P.D. James, malgré l'absence de Dalgliesh. Mais je vais vous en dire plus, évidemment, quand je serai rendue plus loin. Alors, je vais vous dire à bientôt!
Bonjour! Alors, je vous fais un petit coucou rapido avant de partir pour le boulot parce que je viens de terminer finalement ma lecture audio du très désarçonnant, je dirais, livre de P.D. James, An Unsuitable Job for a Woman. Donc, qui est le premier de ce qu'il appelle série des Cordelia Gray, mais je crois qu'il y a juste 2 tomes, si je me souviens bien. Pour ceux qui voulaient le lire en français, le titre français, c'est Une proie pour l'ombre, si j'ai bien compris, donc je vous mettrai la petite vignette aussi. Écoutez, que dire de cette lecture-là, à part, j'ai vraiment été déstabilisée, dans le sens où c'était pas ce dont je me souvenais de la plume de P.D. James, ou alors peut-être que simplement dans justement cette série-là de Cordelia James, de Cordelia Gray, elle a essayé peut-être un style qui était différent. Comment ça se situe par rapport à sa série populaire de l'inspecteur Dalglish? J'ai l'impression que c'est comme un espèce de tome compagnon ou ça se passe dans la même époque où Dalglish est encore à New Scotland Yard. C'est pas si tard que ça dans sa carrière, mais dans le fond, on n'entend pas parler évidemment de Cordelia Gray dans les Adam Dalglish. Et je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus parce que je vous dirais qu'à partir de la moitié du roman, donc je vous disais où on en était rendu, Cordelia Gray avait accepté un contrat de la part d'un dignitaire et elle était en quête des raisons pour lesquelles son fils s'était suicidé et elle interrogeait plusieurs personnes qui étaient potentiellement liées au fils de celui qui l'employait pour avoir ces informations-là. Et à partir de ce moment-là, plus ça va aller, plus elle va s'approcher dans le fond elle va, je peux quand même vous dire qu'elle va finalement s'installer un peu à demeure dans le dernier lieu qu'a habité ce jeune homme-là, qui est une espèce de cottage qui est affilié à une grande maison dans laquelle il avait un travail de jardinier. Et elle va finir par être là pour regarder la scène du crime, entre guillemets, de la mort. Et puis, il va finir par se tenir là. Puis tout va finir par se centrer autour de ce lieu-là. Et puis, bien évidemment, des personnes qu'on va avoir rencontrées de façon séparée vont évidemment se retrouver un petit peu inextricablement liées. Je vous dirais qu'au fur et à mesure de la deuxième partie, étant donné qu'on est ici à hauteur d'une détective amateur, dont c'est le premier cas, la première enquête, excuse-moi, c'est un anglicisme, donc la première enquête, c'est sûr qu'on sent qu'elle a des connaissances, mais que l'expérience du terrain, elle ne l'a que par les paroles de sagesse qui lui ont été partagées par son ancien partenaire qui malheureusement s'est enlevé la vie. Et évidemment que pour faire en sorte que le lecteur se retrouve un peu à hauteur du cerveau de cette détective amateur-là, P.D. James va semer un peu plus d'indices que dans, par exemple, c'est Dalglish, dans le sens où, si on est attentif comme lecteur, il y a quand même des choses qu'on va voir venir, mais c'est quand même très habilement fait dans le sens où on va voir venir certaines péripéties, mais on ne va pas nécessairement réaliser complètement l'implication complète de cette péripétie-là, ou alors qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le déroulement de l'enquête et où ça peut nous mener. La chute, je l'avais pressenti un tout petit peu, mais sans avoir exactement le contexte complet et je ne l'ai pas pressenti vraiment d'avance. Donc, je l'ai quand même. Donc, j'ai trouvé que c'était habile, ça faisait différent, comme je vous dis, parce qu'elle a comme adapté un peu, on dirait, son écriture. Ou alors, c'est dans ses premiers. J'essayais de voir à quel moment. Il me semble que ça a été, si j'ai bien compris, ça a été écrit 10 ans après le premier de ses Dalglish. Donc, l'écriture de ce roman-là s'est faite après. Donc, c'est pas dans ses premiers romans, mais c'est comme si elle avait adapté, l'autrice, son écriture afin de faire en sorte que le lecteur se sente vraiment plongé dans l'espèce d'insouciance déterminée de la détective amateur et qu'en même temps, ça faisait en sorte qu'elle nous mettait un peu dans sa peau. Donc, c'est pour ça qu'on voit un peu les pistes arriver, on se laisse un peu prendre par les choses, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Les personnages sont bien construits. Le personnage de Cordelia Gray était intéressante. On a vraiment ici un personnage qui va être en quête de la justice, dans le fond, puis et sous toutes ses formes et avec tout ce que ça peut impliquer, dans le fond, comme questionnement. Je ne sais pas comment vous dire ça. Alors, j'espère que vous allez bien me voir. Je fais un petit aparté parce que
Ma ring light vient de mourir. Bon, écoutez, c'était pas un outil très spécialisé, donc je m'attendais pas non plus à ce qu'elle dure aussi longtemps, mais bref, elle est morte en cours de tournage, donc ça se peut que la luminosité soit un petit peu variée, mais bon, c'est pas grave. On reprend donc. Je vous disais que Cordelia Grace, c'était un personnage que je trouvais intéressant parce qu'elle abordait la soif de justice de la jeunesse, mais dans le fond, c'était appliqué à sa profession qui est de détective amateur. Et elle va être confrontée dans cette première enquête-là, justement, à ce que ça implique, qu'est-ce que la justice? Donc, sans vous en dire trop, c'est une enquête qui va avoir une chute, mais c'est peut-être pas aussi manichéen qu'on pourrait s'attendre. Et c'est peut-être pas une chute en noir et blanc, donc c'est peut-être plus une chute dans la grisaille. Et ça me faisait un peu penser d'ailleurs à la façon dont aborde la justice, qu'a d'aborder la justice l'autrice Elisabeth Georges. Donc j'en ai souvent parlé. C'est une autrice que j'aime beaucoup, puis qui va beaucoup dans le côté justement, le non manichéen, le fait que même quand ce sont dans des enquêtes traditionnelles, là, on est avec les détectives amatrices là, pour P.D. James, mais peu importe, ben, ça se peut des fois qu'il n'y ait pas une résolution comme on pourrait le souhaiter comme lecteur, dans le sens où est-ce que c'est toujours... Qu'est-ce qui est le bien finalement? Est-ce qu'il faut toujours arrêter la personne ou les personnes qui ont commis un crime? Est-ce que dans certains cas, un crime peut être considéré comme jamais justifié, bien entendu, mais est-ce qu'un crime peut être, disons, avoir un contexte dont on peut tenir compte? Et c'est sûr que ça va toujours être le rôle du policier ou de la policière de faire appliquer la justice, peu importe ses convictions personnelles, mais c'est pas nécessairement un rôle qui doit être évident à vivre. Et pour vous en dire, donc je mets un peu en contexte, mais sans trop vous en révéler, et Cordelia Gray va être en fait confrontée à cette vraie notion de justice-là versus son rôle qu'elle a comme détective amateur, comme citoyenne, comme personne qui va continuer à mener des enquêtes. Et voilà. Donc, c'est super intéressant parce qu'on passe vraiment de l'anecdotique, entre guillemets, même si c'est très triste et très sombre comme contexte, parce que bien sûr, on parle du suicide de quelqu'un et d'un père qui veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais on passe de ça à pousser plus loin, dans le fond, la réflexion. Et une fois qu'on connaît bien un contexte, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on sait? Donc voilà, c'était vraiment intéressant. J'étais pas sûre, à partir du peut-être 2 tiers, j'étais pas sûre si j'aimais ça, mais je me disais, ah, ça sera peut-être pas un coup de cœur, j'aime quand même mieux quand c'est l'inspecteur d'Aglièche. Et là, ben, je vous en dirai pas plus, mais quand même, il y a quand même un lien avec l'inspecteur d'Aglièche, quand même, qui va se construire. Mais c'est vraiment intéressant. Je dirais que c'est peut-être pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. Puis je suis bien contente d'avoir découvert ce volet-là de P.D. James que je connaissais moins. Puis même si techniquement dans sa série plus populaire des Dalglish, son personnage principal en tant que tel est singulier parce que c'est vraiment un policier poète. Donc c'est pas nécessairement un personnage typique. Mais là, dans ce cas-ci, c'est qu'on est vraiment dans une façon un peu différente de voir les choses. Ça me faisait peut-être même... Tu sais, ça sonne vraiment comme un premier roman, mais pas dans le sens maladroit du terme, dans le sens où on dirait que là, elle a vraiment voulu secouer un peu les certitudes du lecteur et tout ça. Donc, je suis bien intriguée. Je crois qu'il y a un deuxième tome, comme je vous disais, de cette série-là. Peut-être qu'éventuellement, j'en découvrirai un autre. On verra bien. Donc, ben voilà, c'était ça mon petit point de lecture de la journée. Là, évidemment, je suis encore dans la situation où je ne sais pas qu'est-ce que je vais lire en livre audio, mais ça, vous êtes un peu tannés sans doute d'entendre mes interrogations par rapport à ça. Je vais voir ce que je vais faire puisque je vais écouter. De toute façon, pour le moment, je vais devoir aller au boulot. Donc, ben écoutez, je vous dis à tout bientôt, bien entendu. Alors, bonjour et bienvenue dans ce savoureux studio mobile. Je vous prends rapidement parce que je viens tout juste de terminer une remuante et douce lecture pendant ma pause repas. Et puis, ben, je voulais vous en parler parce que c'est important pour moi. C'est le fameux Le piège à soie. Le piège à soie? Le piège de soie de Marie-André Arsenault. C'est chez aux éditions Héritage, collection unique. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. C'est une collection que j'adore, qui aborde souvent des thématiques particulières du point de vue des émotions vécues par le personnage principal. C'est souvent des récits. Et c'est poésie, prose libre, avec des mises en page un petit peu funky pour exprimer encore mieux l'émotion.
Celui-là, ça va aborder l'anxiété. Donc, on va suivre une petite fille qui, dès le départ de sa vie, va ressentir ce qu'elle considère comme une araignée qui est en train de tisser sa toile en elle, qui l'empêche de fonctionner, qui la fait tourner en rond sur elle-même. C'est une jeune fille qui va aller faire de la danse et qui, malheureusement, va se mettre beaucoup de pression par rapport à ça. Elle n'aura peut-être pas une super expérience d'enseignant non plus dans cette situation-là. Et elle va finir par chuter dans vraiment l'anxiété totale. Elle va devoir se réfugier finalement aux îles de la Madeleine auprès d'une tante qui a déjà vécu ça et qui l'apprend à apprivoiser son anxiété. Donc, je voulais juste vous lire un petit extrait parce que c'est trop beau. Le livre commence par « Petite, on m'a appris à dessiner sans dépasser. Aujourd'hui, j'essaie de vivre sans déborder. » C'est tellement ça. L'anxiété, c'est tellement ça parce que c'est quelque chose qui s'installe comme compagne de voyage forcée. Et puis, ben, en fait, on peut se sentir menacé par ça ou on peut également, dans le fond, essayer de vivre avec ça, puis de ne pas laisser s'appesantir la situation, de ne pas laisser l'araignée trop tisser sa toile autour de nous. Donc, écoutez, la plume de Marie-André Arsenault là-dedans, elle est tellement juste. Tout est fait en douceur. Oui, bien sûr, on s'attache au personnage principal puis on se dit, ah mon Dieu, pauvre petite chouette. En même temps, en fait, je suis une personne qui connaît cette situation-là, donc en sens, pas le détail de ça, mais l'anxiété fait quand même partie de ma dynamique et je peux dire qu'elle met les bons mots sur la situation. On ne tombe pas dans le drame en même temps, on tombe vraiment dans l'évocation concrète de ce que peut entraîner l'anxiété chez quelqu'un. Bien entendu, l'anxiété s'exprime différemment chez chaque personne, mais c'est ça que je trouve bien, c'est que c'est vraiment fait à hauteur d'enfant, puis elle le décrit dans ses mots à elle. Puis dans le fond, ce qu'on comprend, c'est surtout ce qu'elle ressent, puis l'image qu'elle décide d'utiliser pour nous exprimer ce qu'elle ressent. Puis, j'aurais aimé, on aimerait ça avoir une tante comme elle rencontre dans cette histoire-là, une tante des îles de la Madeleine qui lui apprend à tisser à sa manière, autant littéralement qu'au figuratif. Donc, très belle lecture. C'est vraiment un coup de cœur. J'en attendais pas moins. Je savais que ça allait faire ça, mais j'avais quand même un petit peu peur parce que quand ça parle d'un sujet qui me touche particulièrement, des fois, je sais que j'ai peut-être des attentes un petit peu plus élevées. Puis là, ben écoutez, mes attentes étaient élevées. L'autrice était à la hauteur comme d'habitude. Puis je suis très contente. C'est à mettre entre toutes les mains encore une fois. Qu'on soit quelqu'un qui vit de l'anxiété ou dans l'entourage de quelqu'un qui vit de l'anxiété, je pense que ça permet de mettre en mots encore une fois comment ça peut se passer, puis ça permet de changer la perspective. C'est souvent ça qui va aider en anxiété. Ça permet d'ouvrir les horizons, puis d'inviter à changer la perspective. Puis je trouve que c'est tellement bien fait, puis tellement... C'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Je suis bien contente d'avoir découvert ça comme ça, entre deux moments fébriles de boulot. Ça me fait du bien. Un petit peu de remise en perspective du piège à soi. Alors, je vous suggère fortement. Voilà, c'est mon petit topo lecture de la pause repas. Je reviens dès que je peux. Eh bien, bonjour. Alors, me voici de retour de ma petite marche. Le lendemain d'une tempête de neige avec tout était en train de fondre finalement. Alors voilà, c'est le printemps de ce côté-ci de l'océan. Particulier, mais bon, ça va, on est habitué quand même. Alors, je vous fais un petit rapport de ma lecture en cours que j'ai finalement décidé d'entamer. Je suis encore pas certaine que je vais la poursuivre, mais bon. Alors, j'ai décidé de me lancer dans un livre que ça fait longtemps que je voulais peut-être découvrir, qui est en fait Sweet Tooth de Ian McEwan, qui est l'auteur qui est plus connu pour son livre Atonement, donc expiation en français, excusez pour le petit blanc. Et puis dans le fond, dans Sweet Tooth, par contre, on n'est vraiment pas dans le même environnement. En fait, on va suivre là-dedans une jeune femme, Serena, qui est une fille de... Je pense que c'est Bishop. Bref, elle a quand même grandi dans un environnement qui était plutôt religieux. Ça se passe dans les années 70 et ses parents l'ont forcée à faire des études en mathématiques et elle va se ramasser à Cambridge. Et là-bas, elle va rencontrer des gens et elle va finir par rencontrer quelqu'un qui s'appelle Tony, qui va tranquillement la charmer et
éventuellement la préparer sans vraiment qu'elle s'en aperçoive pour une entrevue avec les services secrets, donc MI5. Ça ne va pas exactement se passer comme elle le croit. Et là, en fait, je vous en dirai pas plus parce que bien sûr, c'est de l'espionnage. De ce que je comprends, c'est qu'on va suivre son périple, sa façon dont elle a vécu potentiellement son implication dans le MI5. Là, pour le moment, c'est pas encore clair de quelle manière ça va se passer. Les rencontres qu'elle fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du point de vue d'une jeune femme de 21 ou 22 ans qui est encore beaucoup dans le passage à l'âge adulte, la quête de soi, le désir de plaire aux autres versus l'authenticité qu'elle pourrait avoir par rapport à elle-même. Une soif d'avoir une relation réelle avec un homme qui, jusqu'à maintenant, les hommes qu'elle rencontre sont tous des personnages singuliers et semble un petit peu l'attirer vers le chaos du service secret. C'est ce que je comprends. Donc, j'en dirai pas plus. Jusqu'à maintenant, j'aime bien la plume. C'est une plume qui est sans prétention dans ce cas-ci, parce que c'est vraiment la voix du personnage principal. Donc, on sent vraiment la candeur, la jeunesse, le côté passionné, un peu démesuré, peut-être émotif du début de la vingtaine. Et son insouciance, en même temps, étant donné qu'elle semble raconter ça après les faits, le personnage principal, eh bien, elle sème quand même un petit peu d'indices pour le lecteur de « j'aurais peut-être dû réaliser que… » puis elle en dit pas plus, mais donc, ça nous aide quand même un peu à nous retrouver. Jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. C'est juste que je trouve que c'est un peu lent, puis jusqu'à maintenant, c'est un petit peu trop axé peut-être sur les relations amoureuses, mais je crois que là, on s'en vient vers quelque chose. Donc, c'est aussi une jeune femme qui, malgré le fait qu'elle a été poussée vers les mathématiques parce que sa mère était un peu féministe à l'époque, elle avait un talent en mathématiques, puis sa mère a dit « c'est pas vrai que tu vas aller faire des études en lettres, il faut absolument que tu t'en ailles en mathématiques. » Elle était dans les premières à être, dans le fond, là, en mathématiques. Puis, elle l'a fait un peu à reculons, mais ça reste quelqu'un qui a également une approche très systématique de la littérature. Donc, elle s'est mise à lire, elle lisait très rapidement, une mémoire photographique et tout ça. Et ça semble s'enligner pour peut-être que tout ce bagage-là devienne éventuellement utile, mais c'est très dans les méandres parce qu'on ne sait pas trop si elle va être consciente que ça va être utile ou si elle va être utilisée. Donc, j'ai aucune idée. Ça se peut que, je ne sais pas, je vais continuer encore. Je suis rendue, je pense, peut-être au 15-20% du livre. Et puis, je vais voir si je continue à aimer ça. J'aime la plume, mais on dirait que là, pour le moment, je suis un petit peu dans un moment de passage à vide, mais je vais voir. Si ça se met à passer à l'action, peut-être que je vais le poursuivre, sinon, je verrai bien. Sinon, écoutez, je vais faire une petite trouvaille. Une petite trouvaille dans les livres usagés à vendre, et j'ai trouvé ceci qui est Aunt Sass de P.L. Travers. C'est celle qui a fait Mary Poppins, et c'est en fait un recueil de 3 histoires de Noël. Dans le fond, ça dit qu'en 1940, l'autrice P.L. Travers a écrit ces 3 histoires-là qu'elle a données en tant que cadeau de Noël à ses amis. Et puis là, ils ont, dans le fond, publié pour la première fois, rassemblés dans ce petit opus-là. Puis je trouvais ça super mignon. Puis je me dis peut-être que je pourrais lire à Noël prochain. Donc, on a vraiment 3 histoires différentes. Aunt Sass, Ha Wong et Johnny Delaney. Il y a quelques petites illustrations, mais je pense pas que c'est le but nécessairement. Ouais, je pense qu'il y en a une au début de chaque histoire. Donc là, ici, on a Aunt Sass. Voilà. Donc, voilà, petit achat rapido en usagé, mais que j'aimais bien. J'aimais bien le format. Ça fait un peu vieillot et tout ça. Donc, et voilà. C'était mon petit ma petite mini acquisition de la journée. Donc, je vous tiens au courant pour mes prochaines lectures parce que vous avez vu ma face. J'ai pas l'air super convaincue par Sweet Tooth. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de continuer parce que je veux comme savoir qu'est-ce qui va se passer. J'ai juste pas le goût vraiment de me traîner les pieds. Si je vois que je me traîne encore les pieds, je vais changer. Cette semaine, on dirait que j'ai la difficulté à me trouver quelque chose d'autre à lire en livre audio. Je tergiverse. Là, heureusement, j'arrive à ma fin de semaine de congé, donc peut-être que je vais plutôt me rabattre sur le papier puis lire vraiment d'un coup des livres que j'ai ici, que j'ai emprunté à la Bible, que je voulais vraiment lire, mais que je pourrais lire en papier sans nécessairement avoir à chercher de la version audio. Donc, on verra. C'est à suivre. Hey, bonjour! Alors, je vous fais un petit coucou en direct de ma marche encore une fois. Pour vous dire que finalement, j'ai pris la décision d'abandonner le fameux Sweet Tooth
de Ian McEwan. En français, c'est Opération Sweet Tooth, j'avais oublié vous de mentionner. Parce que, ben, ça me convient plus ou moins. Je m'ennuie déjà après le 5e du livre, puis j'ai pas nécessairement le goût de m'obliger à lire dans ce contexte-là. Donc, c'est pas grave, c'était vraiment un essai. Et là, en fait, je suis tombée sur une belle talle de livre 2, je devrais être correct pour les prochaines lectures. Donc, je suis tombée sur Nous étions le sel de la mer de Roxane Bouchard, qui est un livre c'est supposément être un roman policier québécois, mais je pense que c'est quand même un roman avec une intrigue policière en plus, parce que pour le moment, je l'ai entamé et on met les choses en place. Et là, il n'y a pas encore eu vraiment de crime d'arrivée. En gros, ça se passe en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, dans un petit village de pêcheurs. Et on va suivre Catherine, qui est une Montréalaise à la dérive, disons, début de la trentaine, en quête d'identité, en quête d'elle-même, en déprime. Et puis, elle va... on va lui prescrire de changer d'air. Et on sent qu'elle est comme attirée par la baie des Chaleurs. De ce que je comprends, c'est comme si ça avait un lien avec sa famille, mais qu'elle avait jamais vraiment osé y retourner. On n'en sait pas plus et on va la voir arriver dans ce village-là, puis essayer de s'installer là avec le rythme qui est bien différent de Montréal et tout ça. Donc, j'en suis là pour le moment. Ça me plaît bien. C'est une langue très différente, très authentique. Les dialogues sont en langage parlé. On alterne aussi avec beaucoup de périodes d'introspection qui ont rapport à la mer. Donc, jusqu'à maintenant, j'aime bien. On verra bien pour la suite. Puis, de toute façon, ma prochaine lecture, c'est que j'ai reçu un avis comme quoi j'avais reçu le livre audio numérique en emprunt de Station Eleven de Emily St. John Mandel, que non, j'ai jamais lu, même si ça fait super longtemps qu'on en parle. Et ben, je l'ai reçu, donc je me suis dit que ça pourrait être aussi ma prochaine lecture après Nous étions le sel de la mer de Roxane Bouchard. Donc, pour une fois, j'ai presque une planification. Alors voilà, je vais vous dire où j'en étais. Puis ben, je vous reviens comme d'habitude. Bye bye! Eh bien, bonjour. Alors, me voici en ce dernier jour de vlog. Je viens de terminer la lecture si remuante de Ceci, qui est en fait Nous étions le ciel de la mer de Roxane Bouchard, qui se trouve être le tome 1 d'une série, d'une trilogie jusqu'à maintenant, qui est une trilogie qui met en scène l'inspecteur, le sergent, pardon, Joaquin Morales, et qui se passe en Gaspésie. Écoutez, que dire de ceci? J'ai été complètement soufflée parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. On m'a toujours parlé de ce livre-là comme étant un roman policier. Et techniquement, c'en est un, dans le sens où, en effet, le sergent Morales va devoir s'occuper d'une enquête en Gaspésie, dans le petit village de la baie des Chaleurs dont je vous parlais. On va en effet suivre la fameuse Catherine qui va être en quête un peu d'informations, en fait, qui va aller visiter ce village-là en Gaspésie et on comprend rapidement que ça a un lien avec la mère biologique qu'elle n'a jamais connue jusqu'à maintenant. Et rapidement, on va comprendre que, en fait, le corps qui est repêché, donc le crime en tant que tel, l'enquête autour de laquelle tout ça se tourne, c'est le corps d'une certaine Marie Galland. Et c'est ça, Marie Galland? Je me trompe? Marie Garand, pardon. Donc, de Marie Garand. Et on sent qu'il y a des liens qui sont tissés là, avec la fameuse Catherine D qui est là. Donc, écoutez, je ne peux pas vous en dire beaucoup, à part le fait que ce roman-là est tellement poétique. Ça me fait penser un peu à la plume de Virginie de Champlain dans Les Falaises et mêlé avec la plume de Fred Vargas dans sa série avec l'inspecteur Adamsberg. Donc, ça vous donne une idée. On est vraiment dans
la poésie policière de nature. Parce que vraiment, dans ce roman-là, en dehors du fait qu'il y a l'enquête, en dehors du fait qu'il y a une vraiment belle brochette de personnages qu'on apprend à découvrir, qui fleurent bon le large et les villages où tout le monde se connaît et où beaucoup de secrets sont là puis sont tués. Mais en même temps, un des personnages principaux, un des personnages principaux, je vais le dire, ça sent bien, c'est vraiment la Gaspésie. La Gaspésie et l'océan. Donc, ils sont là à part entière comme personnages. Donc, c'est intéressant parce que ils se disputent également le déroulement de l'intrigue. Je sais pas comment dire ça. Ils interagissent beaucoup avec le déroulement de l'intrigue. C'est au cœur des questionnements des personnages. Et c'est vraiment un livre où on va suivre, en fait, l'histoire d'une génération, d'un village, à travers certains bouts d'introspection, les liens qu'il peut y avoir entre chaque personne. La mer, ben, l'océan comme personnage, et comme, disons, amante, amante drastique, disons, dans le sens où, évidemment, il va y avoir beaucoup de disparus en mer, comme dans beaucoup de villages de pêcheurs, et l'impact que ça peut avoir sur les familles. L'espèce de côté un peu rude et instinctif de l'humain qui s'entiche de quelqu'un d'autre, la soif d'indépendance d'une femme, Marie Garand, qui toute sa vie va avoir eu le goût d'être au large et de s'affranchir de tout, et qui va au passage avoir donné la vie, mais pas s'être sentie nécessairement à la hauteur de s'embarquer dans cette aventure-là nécessairement. Donc, c'est vraiment intéressant. Évidemment, il y a quand même une enquête. Évidemment, on finit par savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis le vrai questionnement de toute l'histoire, en fait, c'est si on sait que Marie Garand a eu un enfant et personne ne sait en fait qui était le père de cet enfant-là et jusqu'à la fin, ça va demeurer en fait une fin ouverte. Donc, je dirais qu'il y a une grande part de quête d'identité chez la plupart des personnages de ce village-là, particulièrement le personnage principal de Catherine, mais également le personnage du sergent Morales qui débarque là en Gaspésie parce que sa femme avait soif de grand air et qui finalement se ramasse un peu aussi dans une espèce de moment de sa vie où il est au début de la cinquantaine, il a l'impression que son couple bat de l'aile, elle va pas le rejoindre tout de suite, et il hésite, il se sent charmé par la nouveauté ou tout ça. Donc, c'est vraiment particulier parce que on va perdre un peu de vue le sergent Morales à un moment donné pendant un bon moment de l'enquête, alors que techniquement, c'est lui qui mène l'enquête. Parce que dans le fond, on va comprendre que dans ces villages-là, en fait, il y a beau avoir des forces de l'ordre, ben, c'est sûr que tout le monde met son grain de sel, puis c'est pas vraiment la police qui décide qui mène l'enquête, on dirait bien. On va voir vraiment, c'est tellement bien travaillé. Les personnages sont bien construits, et ils ont chacun une histoire, un passé. On va apprendre à en découvrir au fur et à mesure toutes les ramifications. On va se douter de certaines choses, mais c'est pas grave, c'est pas vraiment le but. Le but, c'est pas nécessairement qu'on soit surpris à ce point-là. C'est pas tant comme la destination que le chemin pour se rendre, disons. C'est pour ça que je trouve un peu particulier que ce soit cette voie-là qui soit supposément vendue comme un roman policier. Ça me fait vraiment penser dans ce sens-là à Fred Vargas, dans le sens où oui, il y a une enquête, oui, il va y avoir une résolution, mais finalement, c'est le chemin parcouru par les personnages qui va être comme plus important. Même chose pour Elisabeth Georges. Sauf que là, vraiment, on n'est pas dans la même écriture. À part peut-être pour le côté d'installer les personnages, mais je dirais que c'est plus proche de Vargas imbriqué avec le côté l'indépendance de la femme, l'océan et la côte, disons, du Québec comme personnages principaux et de Virginie de Champlain. Donc vraiment, si vous avez aimé ces deux plumes-là, même si c'est pas du tout pareil, c'est une espèce d'amalgame entre les deux et ça m'a vraiment plu. Ça me donne envie d'en lire d'autres, mais on dirait que c'est pas nécessairement en série de romans policiers, simplement pour retrouver les personnages potentiellement, puisque je crois qu'on va suivre le sergent Morales. J'ai compris que les tomes suivants sont peut-être un petit peu plus rudes. Celui-ci est quand même, en termes de meurtre et de crime et tout ça, disons que ça reste pas super, mais il n'y a pas non plus, bon, c'est une mort potentiellement accidentelle à la mer.
un accident tout bête potentiellement, de quelqu'un qui s'est assommé puis qui s'est noyé. Mais on ne tombe pas vraiment dans les détails sordides. Là, de ce que je comprends, c'est que peut-être qu'il y en a un ou d'autres qu'on tombe un petit peu plus dans le côté violence faite aux femmes. Puis là, si c'est le cas, j'admets que j'accroche moins, mais maintenant que je vois où la plume va, comment elle aborde les choses, peut-être que je me sentirais quand même rassurée de plonger avec cette autrice-là aussi pour les deux autres. Donc, c'est une super belle découverte. Ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma pile à lire. J'ai eu le temps de le prêter, je pense, à mon père et à ma mère. Puis là, ils ont lu. Puis là, moi, surtout, ils ont déjà tous lu les trois. Puis moi, je suis encore pas rendue. Donc, excellente lecture de Nous étions le ciel de la mer de Roxane Bouchard. N'hésitez vraiment pas. Ça fait longtemps quand même que c'est sorti. Là, c'est pas nouveau. C'est pour ça que je vous dis, je suis un peu en retard. Beaucoup en retard, en fait. Je sais pas que c'est sorti... Ouais, 2014, donc quand même. Mais ça vaut la peine vraiment, une belle plume québécoise singulière, disons, à découvrir absolument. Et ben, je vais voir qu'est-ce que je vais faire pour la suite de la journée. Je crois peut-être que je vais clore le vlog rapidement, mais en même temps, j'ai peut-être envie de me faire une autre petite lecture avant pour peut-être vous proposer une autre lecture peut-être avant la fin du vlog. Donc, je verrai. De toute façon, au pire aller, je vous reprendrai pour la clôture du vlog. Mais bon. Voilà. Donc, pour le moment, je vais vous dire quand même à tout de suite. Hey, bonjour! Alors, me revoici finalement, comme promis, pour un dernier petit coucou avant la clôture de ce vlog. Parce que finalement, j'ai comme fait un blitz de lecture de BD classique. Et c'était 3 univers complètement différents, dont un assez troublant. On va commencer par celui qui m'a le plus troublée. Je me répète, mais les mots manquent tellement c'était remuant. Donc, c'est le fameux Débarqué de Hellman et Marois, c'est chez La Pastèque. En fait, c'est Marois et Hellman, puisque c'est André Marois qui a fait le scénario et l'illustration de Hellman. Comment résumer ça? On va y suivre 2 hommes qui semblent 2 hommes engagés pour faire une livraison particulière. On comprend rapidement que ce ne sont peut-être pas des colis qu'ils vont avoir à livrer, mais bien des humains. Alors bon, déjà, on est dans une espèce d'autre dimension parce que rapidement, on se rend compte que les humains qui vont avoir à livrer, ce sont en fait des gens qui ont des handicaps. Donc, on va rencontrer un jeune homme qui est trisomique et une autre personne qui est lourdement handicapée. Et on comprend que leurs proches se séparent d'eux, dans certains cas avec facilité, d'autres cas pas du tout. Puis c'est comme si... on comprend qu'ils ne les reverront plus. Donc, on ne sait pas trop. Ils partent en auto. On dit que ça va être dans le coin de Val-d'Or, sur une île où personne n'a accès. Donc, tranquillement, on va comprendre rapidement. Tranquillement, on va comprendre, en fait, pas rapidement du tout. On va comprendre que quelque chose de sordide semble un peu se tramer. Et puis, juste pour vous donner une idée, la 4e de couverture, lorsqu'en fait, le conducteur qui est là, et qui a comme engagé une espèce d'homme de main pour l'aider à s'occuper des gens qui vont transporter. Lorsqu'il lui annonce qu'ils vont aller comme à Val-d'Or, dans son espèce d'île où personne ne peut accéder, il va lui répondre quelque chose et c'est ça qui ont été mis en extrait en 4e de couverture. Donc, ils vont dire, « T'es en train de me dire qu'on les laisse dans un endroit illégal? T'interprètes comme tu veux. Disons que c'est pas conventionnel. » Ça vous donne un petit peu une idée. Donc, tout le long, on est dans le non-dit. La chute va rester, va être fort surprenante. Je ne peux pas beaucoup en dire. Autant tout le long du livre, on a l'impression qu'on est en train de voir le plus horrible qu'on pourrait voir de l'humain. Ça se passe quand même dans un monde d'aujourd'hui, mais c'est de la dystopie dans le fond, c'est de la science-fiction, mais ça se passe vraiment comme un monde d'aujourd'hui, puis on se demande vraiment, est-ce que je comprends bien ce que je suis en train de comprendre? Quelle horreur! Qu'est-ce qui va se passer. Puis, finalement, l'accent est mis plus sur le voyage en tant que tel, donc le road trip vers la destination en tant que telle, et il va se passer un revirement majeur à la fin. Et c'est là qu'on va voir que finalement, on va peut-être pas retrouver ce qu'on croyait, ce à quoi on s'attendait. En fait, ça va confirmer une certaine partie de ce qu'on percevait, mais il y a une autre dimension qui va se survenir, disons. J'essaie de pas trop vous en dire. C'est vraiment excellent. Attention aux âmes sensibles, dans le sens où ce qui est excellent, c'est que tout le long, on évoque quelque chose qu'on nomme pas, qu'on arrive à faire sentir au lecteur, qu'on arrive à le confronter à une situation non nommée, qu'on semble comprendre être une situation horrible et complètement immorale. Et finalement, on ne saura jamais exactement
que ce qui était prévu. Donc, c'est ça. C'est vraiment excellent. C'est quand même audacieux parce que, bon, premièrement, le sujet. Ici, on parle d'une espèce de road trip. Voyez-vous, comme le débarquer, moi, au début, je pensais que ça parlait des migrants. Donc, dans le sens où peut-être des passeurs. Puis, ils sont présentés un peu comme ça. Vraiment comme des passeurs. Donc, est-ce que finalement, c'est une analogie de quelque chose d'autre? Je ne le sais pas. Mais enfin, bref, je pensais que c'était ça. Finalement, c'est pas ça que ça aborde. Et puis, à l'intérieur, je vais montrer quelques planches, mais bon, c'est quand même... C'est en noir et blanc, à gros traits. On ne fait vraiment pas dans la nuance à l'intérieur. Mais on arrive tellement à embarquer le lecteur, c'est fou. Donc ça, je vous dirais que si vous êtes prête à vous faire bousculer, à vous faire confronter, à voir le brio d'un scénario bien monté pour faire monter la tension, c'est vraiment, vraiment comme un thriller dystopique qui va vous faire confronter à vos propres convictions. Ça vaut vraiment le coup. Donc, québécois à découvrir, mais comme je vous dis, c'est peut-être pas pour tous les publics, là, quand même. Mais techniquement, dans l'évocation, là, si on parle juste des images, c'est pas la cata. Sauf que ce que ça évoque, oh là là! Puis moi, en plus, qui sortait de mon espèce de roman poético-policier que j'ai terminé, le Roxane Bouchard, le choc a été grand. Donc, première lecture. Deuxièmement, là, j'ai changé complètement d'univers. Et ça fait un petit moment que je l'avais emprunté. J'avais emprunté à la biblio, une de mes biblios. Donc, c'est le fameux Daisy. C'est chez Jungle. Je vais vous donner les auteurs parce que je n'arrive pas à les voir. Marco Barretta et Lorenza Di Sepio. Donc, c'est traduit de l'italien, j'en ai déduit. J'imagine que oui. Et puis, voilà. Donc, ici, je vais vous lire la quatrième parce que je ne sais pas comment je pourrais vraiment résumer ça. Fait que je vous lis la quatrième, puis ça va être plus efficace, je pense. Avez-vous déjà eu la chance de plonger entre les pages d'un livre et de vous laisser happer par l'histoire que vous lisez? Pour Daisy, c'est exactement ce qui se produit. Enfin, littéralement. Un soir, elle est aspirée par un mystérieux roman écrit par son père et atterrit au milieu d'un monde magique peuplé de créatures étranges. Aidée par l'héroïque Paille et le brave Feuille, Daisy découvrira que ce monde lui est beaucoup plus familier qu'elle ne le pense et qu'elle n'est pas au bout de ses surprises. Il leur faudra tout leur courage pour affronter la sorcière et percer les mystères de ce monde fantastique. Donc, ça s'annonce vraiment comme un roman graphique fantastique qui joue pas mal avec les codes du genre. Une jeune fille qui devient héroïne un peu malgré elle, qui va plonger entre les lignes. Puis ça, au départ, j'étais comme, oh non, on dirait vraiment que c'est comme Tilly and the Book Wanderer de Anna James. Puis là, je me dis, est-ce que je vais être en train de comme relire un peu une redite de ça? Mais ça m'avait quand même intriguée parce que c'était, bon, elle est tombée entre les lignes d'un livre que son père avait écrit. Donc, c'est littéralement ça. On va suivre vraiment la jeune fille, Daisy, qui va un jour apporter une fleur à la maison de l'école. Un projet, là, un peu comme observer la nature, noter vos observations et tout ça. Puis elle a une fleur. Puis son père a toujours dit qu'il était... il voulait pas qu'il y ait des fleurs qui rentrent dans la maison. Puis lorsqu'il voit qu'il y a une fleur qui rentre dans la maison, il est un peu troublé. Mais finalement, il est comme un peu tard pendant la nuit. Daisy, c'est un peu bizarre. Et elle va finir par trouver un livre, être attirée par un endroit dans le sol et trouver un livre et être tombée dans ce livre-là et rencontrer le fameux Paille, qui est un des personnages secondaires quand même, mais qui va l'accompagner, qui est un peu son acolyte, qui est un peu le pendant de l'épouvantail peut-être dans le Magicien d'Oz. Et elle va également plus tard rencontrer Feuille, qui est peut-être un genre de Peter Pan, disons, on dirait, là, qui habite dans un arbre, un village qui est dans un arbre et tout ça. Puis elle va rapidement se rendre compte qu'il y a comme une méchante reine qui est là, puis qui terrorise le royaume. Et en voulant aider, Daisy va comme faire un impair et faire en sorte que tout va... En fait, que la reine va comme un peu se venger. Et elle va finir par devenir prisonnière de la reine. Je pense qu'elle se fait plutôt, elle se fait faire envoûter par la reine, puis elle va rester prise dans ce livre-là. Et évidemment, le fameux Paille, qui est comme son espèce d'acolyte, va comme revenir un peu dans le réel pour avertir le père qui va se rendre compte que dans son livre, ça va pas bien. Il voit bien que l'histoire est en train de changer, puis il essaie de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Puis là, il réalise que sa fille est prise dans le livre.
au fil du livre, on va comprendre que sa fille, elle a une nature particulière. Puis ça, encore là, ça fait vraiment penser à Tilian, the Book Wanderer. Disons qu'elle n'est pas à 100% humaine. On peut dire ça comme ça. Et donc, il va essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire et essayer de voir si lui, en tant que créateur, en retournant dans le livre, va pouvoir changer le cours des choses et sauver, entre guillemets, sa fille. C'est particulier. Je vous dirais que sur 3/4 du roman graphique, je me suis un petit peu ennuyée. C'est sûr que le fantastique n'est pas ma tasse de thé habituellement, mais quand même, je veux dire, une aventure fantastique, j'aime bien ça, puis c'est correct, je suis quand même capable d'apprécier et tout. Mais là, on dirait qu'on allait comme de cliché en cliché, avec un rythme qui était comme un peu bousculé, tout se passe vraiment vite. Peut-être que si ça avait été sur 2-3 tomes, ça aurait été préférable en ce qui me concerne, parce qu'on aurait eu le temps de vraiment développer les personnages, puis vraiment créer une ambiance, alors que là, tout se passait rapidement, ça déboulait, les gens qui étaient des alliés n'étaient plus des alliés finalement, puis tout ça se passait super rapidement, avec l'espèce de Deus Ex Machina qui est le père, qui est comme, on comprend qu'il est comme un peu l'auteur de ce livre-là, qui a fini par créer une espèce d'univers magique involontairement, puis qui a comme encore un peu de pouvoir, mais pas tant que ça sur la situation. Ça va également évoquer une espèce d'analogie de parentalité de parents séparés, je vous dirais pas plus que ça. Donc, ça a essayé de ratisser très large. Je pense que c'est peut-être juste ça la problématique. Il a essayé de ratisser tellement large en si peu de pages. C'est quand même une bonne brique de roman graphique, là. Ça fait presque 235 pages. Mais je veux dire, en un seul tome, en one-shot, en voulant faire ça, il a été obligé de tout passer en surface. Donc, on dirait qu'il s'attardait vraiment plus comme ça s'attardait vraiment sur des clichés, sur des choses pas très développées, des choses plus ou moins vraisemblables, on dirait. On comprenait plus trop qui était quoi. Puis finalement, il y a comme une espèce de fin. La seule chose que j'ai vraiment aimée, c'est comme les 10 dernières pages, parce que la chute, finalement, à laquelle on va s'attendre, elle va vraiment pas être ça. Puis là, on va comprendre que c'est peut-être beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait, mais vers la fin. Est-ce que ça amène sur un tome 2? Je sais pas. Là, je disais que c'est un one-shot, mais peut-être qu'il va en avoir d'autres. Mais je pense qu'il va peut-être en avoir d'autres. Parce que je crois que j'ai vu qu'en italien, il va y avoir plus qu'un tome. Ça expliquerait beaucoup de choses. Alors, ça se peut que ce soit le tome de mise en place. Donc, prenez ce que je dis quand même avec un peu un grain de sel. Je m'excuse, c'est le début des allergies. J'ai une qui pique. Ouh! Donc, je reprends. Prenez donc ce que je dis avec un grain de sel parce que je crois, c'est vrai que quand j'allais le mettre sur Goodreads, j'ai vu qu'il y a l'air d'avoir plus qu'un tome, donc ça se pourrait que ça soit un premier tome. Si c'est un premier tome, c'est un tome de mise en place, mais ils ont comme voulu quand même trop en mettre, puis on dirait qu'on perd un peu, ça aurait peut-être valu la peine. C'est sûr, quand on met pas d'action dans un premier tome, des fois, on va dire « Ah, ben là, c'est trop lent. » Mais là, dans ce cas-là, on dirait qu'on aurait aimé mieux prendre le temps de bien connaître les personnages, puis c'était quoi leurs possibilités. Puis, il y a juste la fin que j'ai trouvé vraiment habile, parce que là, vraiment, on entraînait les gens ailleurs que dans du convenu. Mais donc, ça a été un peu moins ma tasse de thé. Bon, le visuel était quand même intéressant. On a des dessins qui font penser pas mal, en fait, à de l'art japonais. Donc, même le bonhomme paille, là, les espèces de petits regards avec les codes un peu fâchés, les yeux un peu fâchés, tout ça. Donc, je sais pas si je peux vous en montrer qu'ils font pas... je veux pas non plus vous divulgacher par erreur. Est-ce qu'on a des pages? Ouais, peut-être quand même ça. Comme ça ici, disons. Donc, c'est quand même, ça se lit bien, c'est intéressant. Le visuel est vraiment intéressant, mais le scénario, pour moi, ça l'a vraiment pas fait. Ça m'a fait comme complètement décroché. Par contre, quand je suis arrivée dans le 3e BD, là, c'était autre chose. Ce qui prouve que c'est pas parce que c'est du fantastique que j'ai moins accroché. C'est juste que c'était moins bien fait. Donc, ici, j'ai lu le premier tome de la série La Sentinelle du Petit Peuple. C'est publié chez Dupuis et c'est écrit par Fornes, Carbone et Barreau. Je crois que Carbone doit être... Non, scénario, c'est Carbone et Véronique Barreau et le dessin, Charline Fornes. Donc, je vais encore une fois vous lire la 4e parce que c'est plus facile pour moi. Quand c'est du fantastique, j'ai de la misère à résumer vraiment. Alors, on y va. En visite chez sa grand-mère Adélaïde, immobilisée en maison de repos, Elina apprend qu'elle doit devenir la nouvelle sentinelle du petit peuple. Sa grand-mère Adélaïde lui lègue son rôle de protectrice de ces êtres féeriques, garant de l'équilibre de notre Terre. Et justement, ils ont besoin de l'aide d'Elina au plus vite. Elle doit suivre les conseils d'Adélaïde pour enfin voir Liam,
Nelvina et toutes les autres créatures, mais surtout partir à la recherche d'une ondine mystérieusement disparue près du lac aux oiseaux. Donc là, vous allez me dire, oui, mais là, ça aussi, on dirait que c'est comme des codes classiques, une jeune fille impliquée malgré elle dans un monde féerique, une transmission de grand-mère en fille. On a déjà vu ça dans d'autres BD. D'ailleurs, qui est, je crois, le livre des fées, je pense. Je vais vous mettre la vignette, c'est vrai que ça me rappelle un peu ça. Mais bref, bon, oui, c'est du connu, mais c'est super bien fait. Donc, on va en effet suivre Elina. Puis, sa grand-mère Adélaïde est en effet en maison de repos. Et la mère d'Elina va tout faire pour essayer de dire que la grand-mère ne peut pas rester là, puis qu'il va falloir qu'il vende la maison, puis qu'elle s'en aille et tout ça. Puis, parce qu'elle dit qu'évidemment, elle s'est blessée, elle s'est cassée le col du fémur. En plus, elle n'arrête pas de raconter plein de choses qui n'ont aucun sens. Dans le fond, Adélaïde, la grand-mère, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle raconte des affaires du petit peuple, en gros. Puis sa petite fille, Elina, elle l'écoute. Elle n'est pas sûre qu'elle y croit, mais elle l'écoute. Puis là, lors de la première visite qu'ils vont faire à la grand-mère en maison de repos, Elina va décider de cueillir un bouquet de fleurs dans la cour pour apporter ça à sa grand-mère. Et parmi les fleurs, il va avoir comme un genre de signal qui va faire en sorte que la grand-mère va vraiment s'inquiéter puis dire « Oh mon Dieu, c'est un SES, il faut absolument qu'on y aille » et tout ça. Puis évidemment, là, la mère d'Elina va dire « Bon, ça y est, Adélaïde part encore dans ses affaires, je vais aller chercher l'infirmière, ça n'a pas d'allure. » Pendant que la maman est partie, la grand-maman parle à sa petite fille et lui dit « Il faut absolument que tu y ailles. Je veux juste te dire, c'était moi la sentinelle du petit peuple, mais là, visiblement, je ne peux pas y aller. C'est une urgence. » Puis elle lui donne ses instructions pour trouver son guide féerique et comment faire la pommade des fées et pour essayer d'aller voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider. Donc, ça va être la prémisse. Et Elina va le faire. Puis ça va quand même pas mal fonctionner. J'ai beaucoup aimé ça. On va retrouver des personnages sympathiques dans le petit peuple qui semblent habiter dans un lac, le lac des oiseaux, qui est comme dans un genre de zoo, mais je pense, un genre de parc animalier en plein cœur de la ville. Donc, c'est drôle parce que, bon, c'est sûr que c'est peu probable, mais c'est intéressant. Ça nous donne toujours à réfléchir quand on va dans des endroits comme ça où les choses, on dirait que tout est possible dans ces endroits-là. Et j'ai trouvé que les personnages étaient bien construits et que pour cette fois-ci, oui, on nous a présenté les personnages, mais voyez-vous la différence avec le fameux Daisy? C'est que c'est une BD de 58 pages, je pense, le standard là, des BD Dupuis, là, je me souviens plus, 56 ou 58. Et on a eu le temps d'avoir la prémisse, comprendre que la grand-mère était la sentinelle du petit peuple, qu'il fallait qu'elle délègue les pouvoirs à sa petite fille, rencontrer les personnages principaux, avoir un danger qui arrive, une urgence, des péripéties et une chute. Et tout ça en 58 pages, et sans faire justement ça dans les clichés, parce que oui, c'est sûr, bon, on est dans du fantastique, là, ça va, on est avec des gens qui ont des pouvoirs particuliers, mais j'ai trouvé ça super bien fait. Le rythme était rapide, mais il n'était pas trop rapide. On dirait qu'on avait pris le temps qu'il fallait. Donc, un peu le temps de présentation au début, puis après ça, on tombait dans l'action, mais justement, je sais pas, on dirait que l'ampleur des événements qui se passaient, puis la vitesse à laquelle les péripéties pour résoudre la situation arrivaient, on dirait que c'était comme bien dosé. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, si jamais vous voulez. Je pense qu'il y a 3 tomes, d'après ce que j'ai pu voir, de la sentinelle du petit peuple. Peut-être que c'est juste en Europe, j'ai pas vu si c'était tout disponible ici, mais celui-là, je l'ai pris à la Bibli, puis il est paru... En Europe, en tout cas, il est paru en 2021, donc ça se peut que nous, on soit un petit peu en retard. Mais c'est une super chouette série. Moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Puis les illustrations de carbone, pas de carbone, de Forms, je vais vous en montrer quelques-unes. C'est peut-être un petit peu moins ma taille d'illustration, je dirais. Comme ça ici. C'est sympathique. J'aimais peut-être plus quand c'est... Ouais, quand même, mettons. Ça ici. C'est quand même assez chargé. Mais dans le sens, il n'y a pas beaucoup de texte, mais il y avait beaucoup de... Vous avez vu là, la composition graphique, là, il y a beaucoup, beaucoup de cases. Donc, mais on suit bien l'ordre. C'est pas trop mélangeant et tout ça. Puis j'ai trouvé ça, non, vraiment excellent. Une série que j'hésiterai pas à recommander, puis que j'hésiterai pas à recommander, puis que je vais sans doute suivre parce que je trouve ça super intéressant. Donc, bonne lecture pour m'enlever le mauvais goût dans la bouche, malheureusement, du fameux tome de Daisy. Alors voilà, c'est ce qui va conclure ce vlog aujourd'hui. Donc, drôle de semaine, un peu au ralenti avec mes lectures, des lectures marquantes, et puis c'est un blitz de romans graphiques. J'avais comme envie de lire des livres papier dont je pouvais conclure la lecture rapidement. Mais voyez-vous, j'ai quand même eu des belles expériences. Alors voilà.
J'espère que cette semaine vous a plu. Écoutez, si jamais ça vous a plu, ben, vous savez toujours que vous pouvez manifester votre soutien de différentes façons. Petit pouce en l'air, abonnement, en parler sur les réseaux et tout ça. Et puis, ben, sinon, de toute façon, comme je vous dis, je suis toujours heureuse d'être là avec vous. Et puis, n'hésitez pas en commentaire à discuter peut-être justement des romans graphiques en fantastique. Comment vous trouvez ça? Est-ce que, comme le fantastique, souvent, c'est des univers qui sont vraiment riches, est-ce que vous trouvez souvent que dans les BD, ça va comme un peu trop vite? Ou en tout cas, comme par exemple le Daisy, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous savez s'il y a d'autres tomes? Est-ce que ça vous a plu ou moins plu quand vous l'avez lu? N'hésitez pas, ça va me faire plaisir de discuter avec vous en commentaire. Et puis, ben écoutez, jusqu'à ce qu'on se revoie, bien entendu que je vous souhaite des chouettes lectures, c'est toujours ça que je vous souhaite. Puis, ben je vais vous dire à la prochaine!